Ron Chaya, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est comme mon frère. Je l'ai connu en 1996. Je faisais des conférences pour Rahim. Et Ravili Lemel nous a fait rencontrer. Il a fait aussi une conférence au séminaire. Mais lui, à l'époque, il faisait déjà des séminaires avec Oraita. Mais c'était des petits filets. C'était des séminaires qu'il faisait à droite et gauche. Et plus tard, 2-3 ans, en 98, il y a un financier qui s'appelle Wolfson qui a investi des millions dans le Kirouv en France. Et il a décidé que pour que les séminaires marchent, il fallait qu'il y ait une équipe de suivi. Et il m'a proposé de m'occuper d'équipe de suivi. Et à partir de là, on s'est suivis tous les deux. J'ai fait le suivi, bon, on s'est suivis tous les deux, tu vois. Et on s'est jamais lâché. C'était comme un ami, comme un frère. Il y a eu un moment où il a été très gros problème avec l'équipe d'origine d'Oraita. Bah, je me suis rangé à ses côtés, j'étais avec lui. Je me souviens, il était à la yeshiva, il était en train de monter les Hava, et j'étais avec lui. Et moi-même, quelques années plus tard, j'ai eu un gros problème avec un journal que j'avais lancé. Bah, il était avec moi, il était à mes côtés. Ça, vraiment, on a été ensemble à la fois dans les joies, dans la construction, dans la diffusion et dans les galères. Donc c'est vraiment un ami, un vrai pote, hein. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et il savait aussi qu'il pouvait compter sur moi. Dans cette période de difficulté qu'il a traversée, j'ai été là. D'accord. Pour moi, je veux dire, pour moi, ça, j'ai vu quelqu'un qui avait ça. Et ça, c'est une des grandes midotes qu'il avait, lui. Cette fidélité et cet akaratatov. Ce sens de la reconnaissance pour les services rendus. Et puis, ce qu'il y avait aussi, c'est la nikiyut du personnage, sa propreté. C'était sidérant. Lui, il perdait pas son temps, il perdait pas ses paroles, il perdait pas ses oreilles à écouter n'importe quoi, et il perdait pas son temps à manger. Parfois, il y a des repas qui sautaient. Il mangeait ce qu'il fallait manger, il disait ce qu'il fallait dire, il écoutait ce qu'il fallait écouter, et il parlait de ce dont il fallait parler. Et ça procède de quelque chose chez lui qui était un vrai travail. Rav Mikael Ifrach, il a expliqué que quand il était avraire, quand il a commencé les séminaires, c'était un jeune avraire. Entre chaque seder, entre le matin et l'après-midi, il continuait à étudier avec son sandwich comme ça, tu vois. Et je voyais les yeshivas, il perdait pas de temps. Ça voulait rien dire chez lui de perdre du temps. Puis il y avait aussi quelque chose chez lui, c'était la précision. Il voulait être précis. C'est pas parce qu'il est suisse, hein. C'est pas seulement parce qu'il est suisse, on va dire comme ça. Mais ça aussi, c'était un travail. Être précis. Précis dans les définitions, précis dans ce qu'il disait, précis dans les jugements qu'il pouvait avoir sur des situations ou sur des gens. Il était très précis. Et puis il y avait aussi autre chose qui transpirait énormément chez lui, et ça c'est quelque chose qu'on rencontrait dès qu'on s'asseyait avec lui. Il y avait pas seulement... Alors moi j'aime pas ce mot-là, l'amour pour le peuple juif, parce que c'est trop grandiloquent. En vérité, j'ai dit plusieurs fois, c'est de l'affection. Maintenant j'ai trouvé un troisième mot. D'accord. C'est le lien. Lui, il avait un lien. Un kécher, un chibour, un lien avec un Israël, un lien avec la Torah qu'il a reçue de ses maîtres, et la Torah de Rabbi Tzion Abba Shaoul, ou la Torah des Mekoubalim, des Kabbalistes. Un lien avec Hachem, il essaie de travailler son lien avec Hachem. Lui, c'est l'homme du lien. Il avait un lien avec le peuple juif. Le peuple juif, c'est son affaire. Tu vois, la bonne santé du peuple juif. Plein de fois, je l'ai entendu dire, mais si je fais pas ça, alors Am Israël, il perd quelque chose. Ou si on fait ça, Am Israël va gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'Am Israël va gagner de ça? Qu'est-ce qu'Am Israël va perdre de ça? Ce lien, c'est fondamental. Moi, je le dis même dans les thérapies, parce que ce qui est fondamental dans un couple, c'est pas la communication. La communication, c'est bien, c'est le lien. Ce qui affaiblit le lien, c'est pas bien. Ce qui construit le lien, c'est bien. Bah, c'est la même chose avec Am Israël. Ce qui renforce le lien avec Am Israël, le lien avec les Juifs, c'est bien. Ce qui l'affaiblit, c'est pas bien. Et lui, Am Israël, c'était son affaire. Comme on a dit de Raphaël Kanevski, la Torah, c'était son essek, c'était son affaire. Il connaissait tout sur la Torah. Et bien lui, Am Israël, la bonne santé d'Am Israël, eh ben c'était son affaire. Il fallait qu'Am Israël se porte bien. Donc pour ça, il fallait que les gens fassent tchouva. Il fallait que les gens aient un lien avec la Torah. Il fallait que les gens aient un lien avec des rabbanim. Il fallait que les gens aient un lien les uns avec les autres. Et ça, c'était quelque chose d'absolument sidérant chez lui. Et puis il y avait aussi un autre point qui m'a beaucoup aussi interpellé, c'est qu'il était très attentif à la souffrance des gens. C'est-à-dire que quand il voyait un enfant qui était injustement puni, ou quelqu'un qui était en souffrance, ou quelqu'un qui supportait depuis longtemps soit des problèmes médicaux, soit des problèmes relationnels, c'est des choses qui l'affectaient personnellement.
Et s'il pouvait intervenir, il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour intervenir et pour aider les gens. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était très fort chez lui. Alors ça, c'est quelques points. Puis évidemment, il y avait chez lui aussi, fait que lui, il a combattu dans l'armée, il était tankiste. Donc, lui, il avait une conception du réveil du matin, qui était une conception très militaire. Donc lui, bon, c'est impossible que des noctambules qui sont passés à l'Yeshiva soient restés noctambules. En tout cas, pendant leur période où ils étaient à la Yeshiva. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Derrière tout ça, il y avait quelque chose de très très simple et qui touche à son cheminement. Lui, c'est quelqu'un qui a cheminé pour arriver là où il était. Il est parti d'une famille avec des parents qui avaient tout lâché, puis finalement sont revenus. Il était éduqué dans un milieu qui était très laïque, et puis finalement, il est venu en Israël, il a commencé à cheminer sur le plan philosophique, sur le plan des idées, pour arriver à la yeshiva. Et ce cheminement, il a été accompagné d'un cheminement personnel. Il fallait se lever le matin, il fallait organiser sa journée, il fallait rythmer sa journée, il fallait remplir sa journée, remplir son temps. Donc il y a eu à la fois un cheminement intellectuel, mais aussi un cheminement énergétique, émotionnel, psychologique, de structuration. Ça a été ensemble. Ce qu'on appelle le moussard et l'étude. Mais c'était plus que du moussard, là, c'était réellement un travail physique sur lui-même. Et en fait, ce mouvement qu'il a opéré sur lui-même, c'était la Torah dans laquelle il croyait. Donc il a voulu l'expliquer aux autres. Donc tu ne peux pas comprendre que quelqu'un ne se réveille pas le matin. Il fallait que les gens se réveillent le matin, ça fait partie de la tchouva de se lever le matin. Ça fait partie de la tchouva de structurer sa journée. Alors quand je suis arrivé en Israël, il m'a dit une fois, il m'a dit, regarde, tu sais, ici en Israël, ce qui est bien, c'est de faire les Tivrat Tzadikim. Je dis, oui, je sais, on fait des vaches. Il me dit, non, on va y aller tous les deux. Et à la fin, oui, tous les deux, sur les Tivrat Tzadikim. On est parti 2 jours. 2 jours. 2 jours, prier sur les Tivrat Tzadikim. Alors, on a peu dormi, hein, on s'est réveillé très tôt. Et des heures à marcher dans les champs pour arriver sur des Tivrat Tzadikim, pour aller prier. Et je peux dire que d'une certaine manière, c'était la première fois que je voyais un juif s'épancher sur les Tivrat Tzadikim. J'en avais entendu parler, j'avais étudié, j'étais à l'Yeshiva, mais voir un juif s'épancher sur les Tivrat Tzadikim et prier pour un Israël, je l'ai vu à ce moment-là. C'était extraordinaire. Pour moi, ça a été une grande leçon d'attachement à Israël. Et ça, c'est une dimension peut-être que les gens connaissent mal. Son attachement à Israël, c'est un attachement charnel. Il priait pour un Israël, mais pas seulement ça. Il a agi pour un Israël, on va en parler. D'accord ? Voilà, donc c'est ce dont est fait, c'était ça la structure, d'accord ? Alors, il y a beaucoup d'autres choses, mais le cheminement, c'était ça. Son cheminement, ça a été ça. Ça a été une découverte qu'il a faite, mais c'est une découverte qu'il a pas seulement imprimée dans son esprit, c'est une découverte qu'il a imprimée dans son corps. Et c'est ce qui a organisé cet avodat Hashem, ce service d'Hachem. Et c'est ce qui lui a permis de rayonner, comme il a fait. Alors, les réalisations de Rabbeinu Rod Moshe Ben Akiva, c'est très simple. On va commencer avec les séminaires. Dans les années 80, il a commencé les séminaires après avoir travaillé avec Arachim et Orachaim, avec Rav Elbaz. Il lance des séminaires avec Orachaim. Maintenant, c'est quoi les séminaires ? Les séminaires, en fait, c'est une rencontre entre un Baal Tshuva séfarade de Jérusalem, qui a une puissance de communication et une puissance de travail sur lui-même phénoménale, qui est très talentueux, il joue du piano, il parle, il est très vivant, il a Rabbi Rod, d'accord ? Une bande de bons vivants, vraiment des bons vivants, des Thunes, des Algériens, des Marocains, je sais pas, mais vraiment des bons vivants parisiens, qui font tchouva avec lui. Et tu dis, mais on va te porter, tu peux pas rester comme ça. Et il lance les séminaires. Et ensuite, il y a une deuxième rencontre, c'est avec ton serviteur. C'est le suivi. Quand Volson, le financier, qui a financé le Kirouv dans le monde juif, en Amérique, en Israël et en France, a investi des millions dans le Kirouv, dit c'est bien, mais il faut du suivi. Là, c'est la rencontre avec un groupe d'Avrichim qui vont structurer le message des séminaires. C'est-à-dire qu'ils vont structurer la suite du message des séminaires. D'accord ? Et ensuite, il y a une quatrième rencontre. C'est la musique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un chanteur, et il va y avoir des personnes qui écrivent des textes, qui reprennent les tubes de l'époque, et qui mettent des chansons de Torah dessus. Et ça va donner un cocktail détonnant.
C'est un cocktail Molotov, on peut le dire comme ça. C'est un truc qui va exploser. Je sais pas, des années 90 jusqu'à 2006, avec l'intersection avec Internet, c'est plus de 7000 personnes qui vont passer dans les séminaires et qui sont suivies. Et c'est des milliers de gens qui vont faire, tu vois, c'est 7000 personnes qui sont passées dans les séminaires, qui en parlent à 10 personnes, ça fait 70 000, qui en parlent à 10 personnes, ça fait 700 000, qui en parlent autour d'eux. Et les gens sont impactés parce qu'ils sont impactés à tous les niveaux. Ils reçoivent un message qui est puissant, qui est donné par une personne qui est Rabbi Ron, qui est quelqu'un qui travaille sur lui-même, qui donne. Ils reçoivent un message de bonne humeur, des repas copieux, Rav Ben Chetri qui se joint, une équipe d'Averim qui les entoure, qui les écoute, et qui les pilote et qui les aide dans leur travail. Et ça va donner les séminaires. Ça a été partie intégrante de la révolution de la Torah en France. Il y avait Rav Sitruk à cette époque, Rav Ben Chetri dans les conférences très connues, et puis d'autres rabbinim. Mais ça, sans dire que ça a été ceux qui ont le plus irrigué le Tibor. Et les séminaires, c'est une rencontre, d'abord, c'est extraordinaire, parce qu'elle impactait les gens à tous les niveaux. Elle impactait les gens à tous les niveaux. Quand les gens avaient fini d'entendre des arguments sensés, construits, qui leur permettaient d'ouvrir une réflexion, ils avaient un repas qui pouvait les rassasier, qui leur montrait que voilà, on vit dans la Torah, on vit gentiment, on vit avec de belles tables, on vit bien, et puis on chante, et puis on danse, et on rit, et on pleure. Toutes les émotions y étaient. Et le séminaire, ça a été conçu pour que les gens puissent trouver leur point d'attache dans la Torah. Et ce qu'il y avait de formidable dans les séminaires, c'était le contraste. C'est que les gens voyaient un rave qui leur expliquait des choses de manière très construite sur Science et Torah, sur les prophéties, sur Ishmaël, la fin des temps, les conflits israéliens, qui leur ouvrait une réflexion thoraïque sur tous ces sujets. Mais le même rave pouvait jouer du piano, danser, chanter, discuter avec eux jusqu'à 2h du matin, les laisser ouvrir leur cœur et raconter tout. T-O-U-T, tout ce qu'ils pouvaient raconter, tout ce qu'ils avaient envie de raconter, ils étaient capables d'absorber tout. De toute façon, c'est pas la peine de faire des tuyaux, on ne peut pas tout absorber, parce que c'est le Aleph-Bet. Mais chez lui, ça procédait d'un cœur ouvert à 360 degrés. Et les gens le sentaient, ils avaient avec lui un lien automatique, qui était un lien d'affection. Et alors, c'était très intéressant, parce que beaucoup de gens qui après sont arrivés à la yeshiva, ces gens qui ont été très frappés entre le contraste. Le conférencier qu'ils avaient vu là-bas au séminaire, et le rave de la yeshiva, qui lui se levait le matin, étudiait, était très exigeant au niveau du limoud, de l'étude, etc. Donc ça a été révision. Puis alors ensuite, après, ça a été fini avec Oraita. Il y a eu une très très grosse mésentente avec l'équipe d'Oraita, parce que bon, comme toujours, l'équipe a été conduite par des gens qui voulaient aussi à leur tour être des diffuseurs. Donc 2 diffuseurs ensemble, ça ne marche pas. Il y a un diffuseur et des gens qui le portent. C'est un peu comme ça que ça marche. Mais il y a eu... lui, il a à ce moment-là, il y a eu un Din Torah, il y a eu ça n'a pas été un moment grave. Moi, j'ai été à ses côtés à ce moment-là, parce qu'il a lancé les Hava. Donc on a fait des séminaires en Israël. Et on a fait encore des séminaires en France. Et là, c'était l'intersection avec Internet. Alors, il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Binyamin Benamou, qui vient à un séminaire, que Rav Shaya va marier, et qui lui dit, vous savez, vous pouvez faire un site Internet, et qui va lui lancer Internet. C'est lui qui lance l'Ava. Et ensuite, après, il va lancer Torah Box. Et ça a complètement fait décoller le site Lava. Alors, le site Lava, au départ, c'était 200 vues, 300 vues. Et puis, alors après, au fur et à mesure qu'il y a enfourné toutes les conférences des séminaires, ça a été des millions de vues. Les conférences qui étaient vues sur le site 100 000 ou 200 000 fois, Guerre Mamia, La preuve irréfutable, mais qui derrière étaient redistribuées sur toutes les plateformes. Et donc ça a été des millions de vues. Et là, ça a été encore une autre étape. Parce qu'à partir de ce moment-là, il a reçu des demandes sur Internet. Il n'a pas reçu que des demandes, il a reçu des menaces de mort aussi. Parce qu'il y a des choses qui dérangeaient beaucoup de monde. Et là, il y a un phénomène qui est très intéressant. Il a posé la Sheila Ogdolim. Il a dit, mais je peux faire beaucoup plus en continuant ma Shmirat Enaim. Parce que lui, il était très makpid sur le fait de préserver ses yeux. Donc quand il allait en France, il y avait toujours des gens qui étaient avec lui, il enlevait ses lunettes, et il va... Mais quand on fait des séminaires, on ne peut pas garder ses yeux, parce qu'on doit parler avec tout le monde. Et lui,
il avait cette pédale, il avait cette attention. Donc il s'est dit, je peux faire ce travail-là, cet avoda, et continuer à diffuser. Et les Gdolim lui ont permis. Ici, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que chaque Talmid Chacham a son point sur lequel il travaille. Pour certains, c'est des shiurim de Torah, pour d'autres, c'est le Shalom Bayit, pour d'autres, ça va être les bonnes midotes, les bons comportements. Lui, il avait 3 points sur lesquels il travaillait. Garder sa bouche, garder ses oreilles, garder ses yeux. Et donc il s'est dit, je peux faire du tirouf en regardant ça. Chacun doit avoir sa colonne vertébrale. Chaque Talmid Chacham a sa colonne vertébrale. Chacun a la mission pour laquelle il est venu sur Terre. On ne sait pas ce qu'Hachem a voulu sur nous, mais avec le temps, on voit bien qu'on est attiré par certaines choses. Donc Hachem, il donne à chacun sa mission. Lui, il avait cette mission de rapprocher les gens, mais il avait cette avoda. Comment on conjugue? On demande aux Gdolim. Et les Gdolim lui ont permis de continuer à faire son travail sur Internet. Et la suite, vous la connaissez. C'est des centaines de milliers de vidéos, des centaines de milliers de vues sur les vidéos, et évidemment, additionner l'ensemble de l'addition, c'est des millions de vues. Donc ça, c'est les réalisations. C'est une réalisation formidable, parce que c'est une réalisation dans laquelle, lui, il a continué de se construire en construisant les autres. Et en même temps que les autres se construisaient, ils lui ont permis à lui de continuer à s'édifier. C'est un aller-retour, en fait, entre Am Israël et un homme qui a décidé de dédier sa vie à Am Israël. Rabbi Rand, c'est aussi, comme je l'ai dit, un cheminement intellectuel. Il a fait des études de philo, et en interrogeant la philosophie, il a appris à ne pas prendre la philosophie au sérieux. Au contraire de certains qui, à mon avis, prennent la philosophie un peu trop au sérieux. Par contre, il a pris très au sérieux les interrogations qui l'avaient conduit à étudier la philosophie, et ensuite les interrogations qu'il avait et qu'il a dirigées vers la Torah, et les réponses qu'il a reçues. Et là, il a pris très au sérieux ces interrogations et les réponses que la Torah lui donnait. Puis plus tard, les réponses de la Torah ont été vraiment prises au sérieux et intégrées dans son existence. Et donc, il y a un cheminement qui est bâti par des rabbanim comme Rav Ben Zion Abba Shaul et un certain nombre de Mekoubalim à Jérusalem, qui donc l'ont ancré dans l'étude du Sod, l'étude des secrets de la Torah. Mais avant toute chose, évidemment, comme toute personne qui fait son chemin, d'abord dans l'étude de la Gemara et de la Halacha. Et d'abord dans la connaissance de la Halacha et dans l'ancrage dans la Halacha, dans la loi et dans l'étude de la Gemara. Et puis, en même temps, il y a tous les livres qu'il a lus et dont il s'est imprégné pour son travail personnel. Il a fait des shurim sur le Tomer Déborah, par exemple, qui sont magnifiques. Mais si vous les écoutez bien, vous verrez que c'est des shurim qui reflètent son travail. C'est pas seulement parler du livre, c'est parler du travail qu'il fait autour de ce livre. Et là aussi, il y a quelque chose qui nous a légué. C'est qu'en fait, j'interagis avec la Gemara que j'étudie, avec le Shulchan Aruch que j'étudie, avec le livre de Moussar que j'étudie, et quand j'en parle, en fait, je parle à la fois de ce que dit le livre, mais de la manière dont je le travaille et je l'intègre en moi. Et ça a transpiré dans toutes ces vidéos. On pourrait parler pendant des heures de tout ça. Mais ce qui est extraordinaire chez lui, et c'est ça qu'il faut dire, c'est que dans son cheminement, il y a une station qui s'appelle l'imprégnation pour permettre plus tard la diffusion. D'abord l'imprégnation, pour que je m'imprègne de la chose, je m'imprègne de ce que j'étudie, mais c'est ce qui va faire que plus tard, quand il diffuse l'imprégnation dont il s'est rempli. Et ça transpire. Alors tu veux me dire, c'est comme ça pour tous les Talmidei Chachamim, c'est vrai, mais chez lui, c'est porté au paroxysme. Vraiment. Ça veut dire que sa avodat Hashem, son service d'Hachem, son travail sur soi, cette dimension du travail sur soi, cette dimension de l'imprégnation, c'est la dimension qui va la plus transpirer dans son travail et dans sa relation aux gens. Parce que c'est ça qui va imprégner les gens. Que ce soit dans les séminaires, ou que ce soit à la yeshiva, ou que ce soit dans des rencontres plus fortuites. Pareil, un dernier point, c'est le Mashiach. Mashiach, passer son temps à annoncer le Mashiach. Alors je voudrais te dire une chose, parce que là-dessus, on est complètement injuste, et à mon sens, complètement à côté de la plaque en ce qui le concerne. Quand on voit quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi construit faire quelque chose d'aussi risqué, c'est qu'il y a une logique. Et cette logique n'est pas la logique d'un délire paranoïaque qui se nourrit de son propre délire. Il y a une logique, c'est un Talmid Chacham, il a étudié. Comment quelqu'un qui a étudié la Torah et qui est aussi logique et construit et aussi à travailler sur lui-même prend le risque d'annoncer ou de dire régulièrement « c'est pour bientôt ». Mais la réponse, elle est très simple. C'est que lui, il attend le Mashiach comme certains attendent leur paye. L'Avdil, je peux dire. Comme certains attendent l'ouverture d'un magasin quand ils font la queue. Comme certains attendent le train. Comme certains attendent le bus. Lui, il se levait le matin, il attendait le Mashiach.
il allait se coucher le soir, il attendait le Mashiach. Je le rencontrais dans la journée, très régulièrement, on parlait avec lui à Yeshiva, il attendait le Mashiach. La deuxième chose, ou la première chose qu'il me disait, c'est que tu sais, j'ai vu un truc, une fois il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, une fois il y a un type, hier, écoute ça, un type, il rentre dans une voiture, je le prends en stop, il rentre, il s'assied à côté de moi, il me dit, regarde, c'est pour bientôt, le Mashiach va arriver. Je le dépose au droit, il s'en va. Je ne sais pas qui c'est ce type. Ça veut dire, alors, évidemment, les mauvaises langues pourraient dire plein de choses sur ça. Quand on est fou, on attire les fous. Non, pas du tout. Quand quelqu'un d'aussi ancré dans la Torah, dans les mitzvot, dans le travail sur soi, aussi en recherche d'un lien avec Hachem, il fallait le voir prier. Cette Mida, c'était 25 minutes. D'accord. Il n'a pas inventé cette manière de faire. Des milliers de juifs prient comme ça. C'est construit dans le lien avec Hachem. Quand quelqu'un d'aussi extraordinaire, qui sort de l'ordinaire dans son attachement à Hachem, la personne dit des choses pareilles, c'est qu'il a une logique. La logique, c'est qu'il veut la délivrance d'Am Israël. Et comme c'est un des 13 articles de la foi de Maïmonide, d'attendre le Mashiach, il l'a attendu, comme certains attendent le train, comme certains attendent l'Avdil, mais c'est à peu près le même degré d'intimité. Et donc, il était constamment en train de parler d'une chose qu'il attendait. Et le geste l'exprime, c'est son ventre qui attendait, c'est son corps qui attendait. Parce que c'est ça qui le distingue de beaucoup de gens, je pense. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'intellect et dans le cœur et dans les émotions, parfois avec difficulté. Mais lui, c'était descendu dans le ventre. C'était descendu dans les pieds, c'était son corps. Son corps, il attendait le Mashiach. Son corps, il vivait cet ancrage-là. Donc, tous ceux qui ont raillé, on va dire, cette manière de faire, devraient lui demander Mechila sur sa tombe. Ça, bon, après, il y avait d'autres aspects critiquables. Moi-même, j'ai eu plusieurs fois des discussions avec lui sur le sujet. C'est une chose. Mais moquer ou dénigrer cette relation-là avec le Mashiach au sujet de quelqu'un qui est quelqu'un de parfaitement construit, désolé, c'est quelque chose qui est d'Oresh Mechila. On peut ne pas être d'accord. C'est beaucoup de gens, on dit, moi j'en fais partie, des gens qui l'ont dit amicalement, tu dois faire attention, mais on ne peut pas se moquer. C'est un type qui a étudié la Torah, il a eu des maîtres, il a eu des gens. Il faut savoir que Rab Ben Sion Abba Shaul et les Mekoubalim à Jérusalem parlent 100 fois plus du Mashiach et des occurrences messianiques que lui-même l'a fait dans ses cours. Seulement eux, ils ne sont pas sur Internet. Ils ne le diffusent pas. Mais ils en parlent. Ça fait partie de leur quotidien. Et c'est de ça dont il s'est imprégné. Chaval al-Kol de Avdin. C'est une perte immense, immense, immense pour Am Israël. Et je voudrais dire aussi autre chose. Beaucoup de gens m'ont dit, mais qui va le remplacer? La réponse, personne. Chaque génération, elle a Kol Dor Vedorshav, Kol Dor Veparnasav. Chaque génération, elle a ses rabbanim, elle a ses maîtres, elle a ses exigences. En France, on a eu la génération des années 80 à maintenant, 2020, on a eu 40 ans, une fenêtre ouverte, avec Rav Shaya, Rav Sitruk, on a en Ibadel Lechaim, encore d'autres qui sont encore vivants, d'accord? Mais ça a été l'ouverture à 360 degrés. Là, maintenant, on est passé sur autre chose. On est passé sur Internet, on est passé sur les Shabbatot, on est passé sur ce qu'on appelle les Chougebaït, les conférences à domicile. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait peut-être relancer les séminaires, parce qu'il y a 250 000 juifs en France qui font traiter de sales juifs. En France, la moitié des jeunes ont des préjugés négatifs sur les juifs, et les juifs ne savent même pas qui ils sont. Donc il serait peut-être temps de repartir en France pour expliquer à tous ces gens-là ce que c'est être juif. Et ça peut se faire par l'intermédiaire des séminaires, mais des séminaires repensés d'une autre manière, avec un autre type d'approche, mais en gardant la trame. Parce que Arachim continue ici en Israël, aux États-Unis ça continue, donc il n'y a pas de raison qu'en France, ce ne soit pas quelque chose qui soit repris, mais un petit peu changé. Et ça serait l'Elou Nishmato, et ça serait une manière de faire vivre l'héritage de Rabbi Ron Moshe Ben Avaz Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Terrible.